sensibilisation de la bibliothèque de la Pardieu et le Centre d'études postcoloniales de Lyon. La bibliothèque, depuis quelques années, développe non pas un cycle, mais une programmation régulière pour alimenter la réflexion sur l'histoire de l'Afrique. Nous avons déjà abordé différentes thématiques, comme les manuscrits Tombouctou, l'esclavage et les réparations, ou la question des frontières. Aujourd'hui, pour questionner le panafricanisme et l'afrocentrisme, nous avons invité deux auteurs qui ont renouvelé à leur manière l'approche qui existait sur ces deux courants. Hamzat Boukari Yabara, vous êtes historien, docteur du Centre d'études africaines de l'UHESS. Votre thèse a porté sur la vie politique et intellectuelle de l'historien guyanien Walter Wagner. Vous travaillez sur les divers aspects du panafricanisme et sur les mouvements révolutionnaires contemporains. Vous avez publié Africa Unite, une histoire du panafricanisme à la découverte en 2014. Sarah Fila Bakabadiou, vous êtes historienne aussi, spécialiste de l'histoire afro-américaine et maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université Cergy-Pontoise. Vous travaillez notamment sur les constructions identitaires et les appartenances culturelles chez les Afro-Américains. Vous avez publié votre thèse sous le titre Africa on My Mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis, aux éditions Les Indes savantes en 2016. Le sujet que nous souhaitons aborder ce soir est fondamental pour l'histoire de l'Afrique et des Africains, car pour reprendre les mots d'Hamzat Boukari Yabara, si on veut écrire l'histoire de l'Afrique, il faut partir du panafricanisme. Ou encore, l'histoire contemporaine de l'Afrique, c'est le panafricanisme. Ainsi, le panafricanisme s'inscrit dans un temps long, puisqu'il naît à la fin du XVIIIe siècle de la solidarité entre les déportés noirs de la traite atlantique et se développe au XIXe siècle de façon concomitante avec le libéralisme et le socialisme. Face au colonialisme, sorte d'esclavage à domicile, là je vous cite aussi, au racisme et à la ségrégation, le panafricanisme s'est organisé et a œuvré tout au long du XXe siècle jusqu'aux espoirs et aux désillusions des indépendances. Les objectifs étaient la solidarité, l'émancipation et l'unité des populations noires du monde, qu'elles soient africaines, afro-américaines ou afro-caribéennes. De même, l'afrocentrisme s'est construit contre l'eurocentrisme et la suprématie blanche, pour l'autodétermination des peuples noirs et la réappropriation de leur histoire. S'il a connu sa plus forte diffusion, notamment universitaire, dans les années 90 aux États-Unis, il s'inscrit aussi dans l'histoire et le long parcours des populations de la diaspora africaine pour retrouver des traces d'Afrique, pour incarner son héritage africain et pour penser le monde d'un point de vue africain. En ce sens, ces deux mouvements semblent être les deux faces d'une même pièce, mais ils n'en ont pas moins eu des divergences entre eux et en leur sein. Et pour cause, car au-delà des différences de contexte, de personnalité ou de forme d'expression, ils posent des questions complexes. Qu'est-ce qu'être noir? Qu'est-ce que l'identité africaine? Questions qui font appel à la mémoire, à l'expérience, à l'imaginaire, aux politiques. Et des diverses réponses à ces questions ont découlé divers modes de pensée, d'action et d'organisation pour arriver à l'objectif initial commun, l'émancipation, la solidarité et l'unité. Aussi, faire comme vous le faites, œuvre d'histoire et de sociologie, écrire des généalogies, dresser des portraits, décrire des milieux et des pratiques, analyser des idées et des controverses. Tout cela est précieux pour mieux comprendre et mieux se saisir de cet héritage aujourd'hui. Je vais laisser la parole au Centre d'études postcoloniales de Lyon avec qui nous organisons ce café débat, et plus précisément à Francesco qui va assurer la modération, qui va pouvoir poser quelques questions afin d'entrer plus précisément dans le vif du sujet, d'éclairer les enjeux de notre rencontre aujourd'hui, et nous garderons ensuite un temps assez équivalent pour les questions du public et le débat. Merci Vlasta. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est vraiment heureux de vous voir si nombreux ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Merci bien sûr aux deux intervenants pour leur disponibilité. Je tiens à remercier bien évidemment le département de civilisation et en général toute la bibliothèque de la Pardieu.
pour l'hospitalité et la collaboration, vraiment précieuse. Je tiens aussi personnellement à remercier deux personnes. D'abord Elisabeth qui a pensé d'abord cette rencontre, et ensuite Adama qui m'a accompagné lors de toute la préparation de ce café débat. Bon, après tout cela, on vient tout de suite au sujet de ce café débat avec une question un peu d'introduction en fait. Donc, afrocentrisme, panafricanisme. Je disais, afrocentrisme et panafricanisme. Est-ce qu'on arrive à le définir? Est-ce qu'on devrait les mettre au pluriel avec un S à la fin? Comment on peut, on sait que les définitions ne sont pas toujours appropriées, mais est-ce qu'on peut ébaucher un portrait de ces deux courants de pensée? Je commencerai avec Sarah Bagabadieu à propos de l'afrocentrisme. Écoutez, d'abord merci de m'avoir invité. C'est l'occasion de discuter d'un sujet qui a été le mien seul pendant 10 ans. Donc c'est plutôt agréable en fait d'avoir un retour, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, ou pour ceux qui sont dans des milieux militants ou autres, d'avoir une autre personne. Alors pour ce qui est de l'afrocentrisme, moi j'ai fait effectivement un terrain américain, qui est donc spécifiquement ancré dans ce contexte-là. Et aux États-Unis, il y a deux choses. L'afrocentrisme est souvent utilisé comme un concept et comme une posture et une démarche historiographique, donc de construire un point de vue africain sur le monde, et qui est donc développé dans des cours, dans des ouvrages plutôt à destination scientifique. Dans la pratique, dans la société, en fait, ce que moi j'ai lu, ce sont des afrocentristes, à savoir que chacun travaille sa racine africaine, sa trace d'Afrique selon ce dont il a besoin, à savoir des petits objets, des références, des voyages en Afrique. Enfin, voilà, donc il y a une multiplicité en fait d'afrocentrisme, à la fois sur le terrain par rapport aux gens qui se l'approprient, et aussi à travers différents courants universitaires de théorisation. Alors je vais peut-être en parler brièvement si j'ai le temps. J'ai défini, pour avoir les choses de manière un peu claire, en fait, trois courants principaux, à savoir le premier qui a émergé, c'est le culturalisme, par la figure d'un historien et militant nationaliste culturel des années 60 qui s'appelle Maulana Karenga, qui est enseignant à l'Université de Californie aujourd'hui, qui lui en fait part de sa lecture du nationalisme culturel et expliquait dès les années 60 aux Afro-Américains, penser que c'est quand même le contexte de la ségrégation, qu'il fallait non pas lutter contre le racisme de la société américaine comme le prenaient les nationalismes révolutionnaires, exemple les Panthères Noires. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu 12 parties des Panthères Noires, donc les Panthères Noires que vous connaissez. Et que ça ne sert à rien, parce que de toute façon la société américaine ne changera pas, elle sera toujours fondamentalement raciste. Lui dit, le meilleur moyen de lutter contre la ségrégation, c'est de se réapproprier notre identité profonde, notre identité culturelle africaine. Donc lui propose de réafricaniser en fait les Afro-Américains dans le quotidien par des pratiques, par des fêtes, par des vêtements, par un changement de nom, tout un tas de choses comme ça. Lui développe en fait ce courant qui devient une forme d'afrocentrisme au fil des décennies. Un peu plus tard, un étudiant qui l'a rencontré sur le campus de UCLA, Molefi Asante, qui s'appelait Arthur Smith Jr., lui décide en fait de fonder l'afrocentrisme et lui part du postulat qu'il faut non seulement se réafricaniser, mais qu'il y a une identité africaine profonde en chaque noir. Et on pourra parler de la race un peu plus tard, si vous voulez. Et qu'il est nécessaire de produire une démarche pour atteindre cette réafricanisation profonde. Alors démarche qu'il développe à travers un certain nombre d'ouvrages qui sont à la fois universitaires, à la fois destinés au grand public, qui sont plutôt assez aisés à lire. Et dans un troisième courant, qui sont plutôt les mélanismes, pour un moment représentés par un monsieur qui s'appelait Leonard Jeffries, qui eux insistent en fait sur la race et dans une lecture vraiment extrême, sur les vertus de la mélanine, à savoir une différenciation aussi des individus au prorata de mélanine, et considère qu'un Africain dit véritable, entre très grosses guillemets, est quelqu'un de très foncé. Et donc part de ce principe-là pour fonder des recherches biologisantes sur l'africanité. Donc
déjà dans ce champ-là de gens qui sont initialement universitaires, il y a déjà des tendances, et entre les interstices de ces courants-là, chacun a aussi créé son propre afrocentrisme. Alors il y a aussi une bataille sur, dans la diversité, sur afrocentrisme, afrocentricité, africologie, africologie. Donc il y a, à mon sens, une nécessité en fait de pensée plurielle, dans la mesure où, si on part réellement des pratiques des gens, en fait, c'est une vérité, une réalité, pas une vérité. Oui, alors, dans le cas du... Bon, déjà, merci également pour l'invitation. C'est toujours très intéressant de voir l'intérêt du public pour de tels sujets. Dans le cas du panafricanisme, on a un terme avec le fameux préfixe « pan » qui renvoie à la totalité, et les africanismes qui, à l'origine, sont des survivances culturelles africaines en dehors du continent africain. Donc après, ça a pris un autre sens, mais le pan-africanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Donc là, on a un mouvement, on a un système qui est beaucoup plus ancien, qui s'inscrit dans la durée et qui a connu en fait des reconfigurations en fonction des époques. La première partie, que j'appelle le proto-panafricanisme, c'est celle qui naît vraiment à la fin du XVIIIe siècle, notamment au moment de la révolution de Saint-Domingue, où là on a des Africains coalisés qui vont se mettre ensemble pour libérer donc, la première république noire, Haïti. Haïti, c'est vraiment le point de départ de l'histoire du panafricanisme politique. Auparavant, il y aura eu déjà des premières tentatives autour de la Sierra Leone et du Libéria, mais là on est dans le cadre des projets de retour sur le continent africain. À partir de là, donc tout le long du XIXe siècle, on va voir des militants, principalement originaires de la Caraïbe. C'est la Caraïbe qui est le lieu de naissance du panafricanisme, qui vont comprendre que leur situation à l'extérieur du continent africain est dépendante de l'état d'indépendance du continent lui-même. Donc ils vont commencer à se rattacher à ce continent-là, à entreprendre des projets de retour et à voir progressivement le continent africain tomber sous la domination coloniale, donc ce que j'appelle l'esclavage à domicile. Et à partir de là, donc, dans le dernier quart du XIXe siècle, donc, notamment après la conférence de Berlin de 1885, qui partage le continent africain en zone d'influence, eh bien, il y aura en fait un parallélisme entre la situation des Noirs dans les Amériques et la situation des Africains sur le continent. C'est-à-dire que ceux qui ont été déportés dans les Amériques ont été aussi déportés sur la base, entre guillemets, de nationalité. Certains sont tombés sur une île qui a fait d'eux des Français, d'autres sont tombés sur une île qui a fait d'eux des Britanniques, enfin des sujets de l'Empire britannique, d'autres des Hollandais, etc. C'est ce même morcellement, cette même fragmentation qui a été construite à travers la déportation, on va la retrouver directement sur le continent africain. Et donc c'est de ce parallélisme de la fragmentation des identités, de la division, que va naître parmi un certain nombre de militants la volonté en fait de réunir les Noirs du monde entier. Donc il y aura d'abord un premier courant qui va s'appeler le panlégrisme, qui va beaucoup miser en fait sur la dimension raciale, sur le fait que lorsque un Noir rencontre un autre Noir dans les Amériques au XVIIIe, XIXe siècle, eh bien ils ont un élément commun. Cet élément commun, c'est qu'ils sont tous passés par la cale du bateau négrier, et qu'ils ont tous une expérience par rapport justement à la traversée de l'Atlantique, et qui se reconnaissent à travers cette douleur et cette souffrance. Et le panafricanisme, c'est l'idéologie la plus féconde produite dans les mondes africains, qui est pourtant le résultat de l'épisode le plus dramatique de l'histoire africaine. Donc c'est un mouvement qui est anti-victimisation. À partir de 1900, donc le terme va être institutionnalisé dans des conférences et des congrès qui vont voir apparaître un certain nombre de militants, de travailleurs, d'intellectuels, dont deux ou trois vont se distinguer. L'un est un noir américain, William Du Bois, plutôt grand intellectuel, docteur de Harvard, qui va en fait animer jusqu'en 1945 une série de congrès panafricains. Et le deuxième personnage, c'est un Jamaïcain autodidacte, très volontariste, qui s'appelle Marcus Garvey, qui lui va incarner le mouvement de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association African Communities League, la Ligue des communautés africaines. Donc ces deux personnages-là vont un peu polariser le panafricanisme, l'un avec une approche, on va dire, modérée, qui conçoit des alliances stratégiques en fait, avec les milieux blancs, bourgeois, libéraux, donc Du Bois, et l'autre, Marcus Garvey, qui va mettre en avant cette rédemption de la race nègre dans les années 1900, 1915, 1920, notamment à partir du quartier noir de Harlem. Donc ça va être ensuite d'autres mouvements qui sont des émanations donc, de ces débats-là, la Harlem Renaissance, la négritude,
dans son versant césarien, mais également haïtien, puisque Haïti est la terre de naissance idéologique de la négritude, et également donc, des interactions avec d'autres idéologies, puisque le panafricanisme naît en même temps que le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, au moment des grandes révolutions. Révolution américaine, révolution haïtienne, révolution française. On a les mêmes débats qui se posent, sauf que la question de l'esclavage et la question de la race sont présentes. Tant et si bien que, dans les années 20, il y aura beaucoup de connexions avec le communisme, des connexions qui vont être assez décevantes, puisque l'objectif de Moscou était de considérer que les panafricanistes étaient des petits bourgeois. Et parmi ces militants qui étaient basés à Moscou, l'un d'entre eux va faire sécession, va rompre avec le communisme. Il s'appelle Georges Padmore, et c'est lui qui va réorganiser dans les années 30 tout le mouvement panafricain, en se basant notamment sur un événement qui est l'agression de l'Éthiopie de Haïlé Sélassié par l'Italie de Mussolini. Parce que l'Éthiopie a toujours symbolisé l'Afrique. Quand les Noirs dans les Amériques, notamment, lisaient la Bible, non pas dans une logique d'endoctrinement, mais dans une logique de quête de moyens de libération, eh bien, l'Afrique était symbolisée par l'Éthiopie. Il y a toujours eu cet attachement à l'Éthiopie. Donc, quand cette invasion arrive, eh bien, Padmore va réorganiser le mouvement. On va passer d'un mouvement statique, d'intellectuels qui s'y réunissaient à un mouvement beaucoup plus dynamique, qui fait qu'en 1945, il y aura un congrès panafricain à Manchester, où on aura la connexion entre le panafricanisme et l'anticolonialisme. Donc, par la suite, le panafricanisme, après 1945, va accompagner ce qu'on appelle les nationalismes africains. À partir des indépendances, il y aura à nouveau une scission entre ceux qui restaient sur une logique de libération et de solidarité avec les luttes, notamment aux États-Unis, et ceux qui estimaient que les indépendances, en fait, marquaient l'entrée de l'Afrique dans ce qu'on appelle l'État-nation. Et donc, c'est cette deuxième branche qui va l'emporter à travers une institution qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine, qui réunit en fait les chefs d'État africains et qui est souvent perçue comme la forme la plus avancée entre guillemets du panafricanisme. Mais ce qu'on sait et ce qu'on voit depuis cette époque-là, c'est que les mouvements militants ont toujours pris le dessus sur les mouvements institutionnels, à travers des artistes comme Myriam Makeba, comme Bob Marley, comme Fela Kuti, à travers les réseaux étudiants qui ont toujours réfléchi sur l'Afrique, à travers la presse, les différentes productions. Donc il y a une pensée, un système où les intellectuels, les artistes ont toujours été en avance sur les politiques. Et aujourd'hui, notamment depuis le cinquantenaire des indépendances, depuis le début des années 2010, eh bien, il y a un regain d'intérêt pour ces enjeux-là. On remet en avant des figures fondamentales comme Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui avait lancé cette idée des États-Unis d'Afrique, donc faire, à partir du continent africain, mettre en place un gouvernement fédéral qui gérait de manière commune un certain nombre d'attributs de souveraineté africaine, la diplomatie, la monnaie, la défense. Un schéma qui a été pensé dans les années 50, alors que l'Europe également se pensait du point de vue de l'unité, mais que l'Europe, elle, était divisée par la guerre froide. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Africains étaient partis de l'idée qu'il valait mieux faire une unité, quitte à faire une mauvaise unité, que de rester divisé comme l'Europe était divisée entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Mais c'était géopolitiquement un mauvais choix, une mauvaise route, et aujourd'hui on voit des débats qui remettent en avant justement ces discussions pour essayer de comprendre quelle doit être la voie possible pour les États africains, pour les peuples africains, comment repenser les formes de solidarité entre ce qui se passe sur le continent africain et ce qui touche les différentes diasporas africaines, comment également repenser des identités raciales, sachant que la manière dont les personnes se nommaient est très importante. Par exemple, il y a un terme qui est devenu en vogue depuis 15-20 ans, c'est le terme afro-descendant. Mais les afro-descendants ne sont pas nés il y a 15-20 ans, les afro-descendants sont nés il y a plus de 5 siècles. Mais à l'époque, ces gens-là ne se sont jamais appelés eux-mêmes afro-descendants. Ils s'appelaient Africains des Amériques, Africains de Cuba, etc. Donc là, tous ces enjeux-là, en fait, ils font qu'il y a aujourd'hui un vaste réseau de circulation qui est effectivement dopé par les réseaux sociaux et qui amène, je pense, à réfléchir sur les enjeux qui se posent en termes de participation des peuples africains à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Merci, merci. Je voudrais vous poser une deuxième question. Alors, ça s'attache à ce que vous venez de dire, parce que bon, vous avez fait un portrait très clair, un peu entre la Caraïbe
les États-Unis, en général le continent américain en fait, l'Europe, parce qu'il y a aussi, et en fait ensuite le panafricanisme qui a été conçu un petit peu comme fédération des États d'Afrique en fait. Mais une question sur les sources en fait, parce que j'ai l'impression que entre le panafricanisme et l'afrocentrisme, il n'y a pas une différence énorme au niveau des sources. On voit les mêmes noms qui circulent. Vous avez parlé de Marcus Garvey. Je pense qu'on pourrait dire qu'il s'agit quand même d'un ancêtre de l'afrocentrisme en fait. Parce que c'est un peu lui qui a insisté sur le concept de Back to Africa, un peu, enfin, le retour en Afrique des afro-descendants, des Afro-Américains en particulier. Mais par contre, j'ai l'impression que les conclusions, même si les noms cités sont à peu près les mêmes, les conclusions sont très divergentes en fait. Donc, est-ce qu'on peut éclaircir cela? Ou je pense aussi à un autre auteur comme Tchekanta Diop, en fait, qui est omniprésent chez les afrocentristes, mais voilà, alors que si on lit sa bibliographie, on trouve un texte très panafricain en fait en 1960, qui n'est pas très cité par contre chez les afrocentristes. En fait. Oui, en fait, c'est l'enjeu, c'est qu'il y a en fait une sélectivité dans la bibliographie et dans les choix de ce qu'on dit. Effectivement, Tchekanta Diop a écrit des travaux qui ont nourri le courant de l'afrocentricité et d'autres qui sont fondamentalement panafricains. Donc après, c'est une question de débat. On a des champs disciplinaires qui doivent débattre de ces enjeux-là. D'où la nécessité de créer effectivement des Pan-African Studies, des Africology Studies, des African American Studies, etc. Donc maintenant, je dirais que l'afrocentricité, moi je garde ce terme-là en général, mais bon, peut-être que Sarah voudra réagir dessus, s'inscrit en fait à la fois dans la lignée et en même temps dans la dissidence d'avec le panafricanisme. C'est vraiment un mouvement qui est historiquement situé et qui a vraiment, je pense, des enjeux assez différents du panafricanisme. Dans le panafricanisme, on est réellement dans de la longue durée vécue et militante, alors que dans l'afrocentricité, on est davantage dans la reconstruction d'une culture, d'une authenticité, d'une pureté africaine que l'on réactualise et que l'on utilise un peu comme un vêtement, justement pour se resituer dans le présent. Alors que dans le cas du panafricanisme, on a toujours eu des débats extrêmement houleux, des débats extrêmement fécons, mais toujours du débat. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui dans ces milieux-là, c'est justement la capacité à débattre et à sortir des postures dogmatiques. Je crois que les deux champs bibliographiques se recoupent effectivement sur certains éléments et ils s'excluent sur d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des références qui font que quand on les sort, on n'est pas du tout dans le panafricanisme, et d'autres qui font qu'on est fondamentalement dedans. Il y a également la question du rapport aux chercheurs, aux auteurs, aux sources occidentales, notamment blanches, qui n'est pas le même dans le panafricanisme que dans l'afrocentricité. Dans l'afrocentricité, on va d'abord regarder le pédigré de celui qui a produit telle ou telle recherche, alors que dans le panafricanisme, on va plutôt resituer la production historiographique ou la source par rapport justement à cet enjeu-là. Donc je crois qu'effectivement, c'est une question pertinente qui mérite encore une fois d'élargir les débats. Personnellement, je travaillais par exemple sur Walter Rodney, qui est un historien qui s'est beaucoup opposé justement au courant de l'afrocentricité, mais qui, du point de vue de ses thèses, est tout à fait compatible avec certains aspects de cette afrocentricité. Ensuite, c'est aussi la question de la classification des études de ces domaines-là. Les livres de Rodney, ils sont à la fois, selon les lieux où on va, ils vont être dans les départements d'histoire africaine, d'histoire afro-américaine, d'anthropologie politique, etc. Bref, on est en fait sur des champs qui sont inter-transdisciplinaires, et par conséquent, il faut qu'il y ait nécessairement du débat et de l'interaction entre les différentes sources bibliographiques. Or, généralement, quand on prend un champ d'études, on a la volonté de le fermer, de l'enfermer dans quelque chose qui est contrôlable et maîtrisable. Or, le panafricanisme, à mon sens, un peu comme le Rastafari, est une idéologie qui est difficile à dompter. Tous ceux qui ont essayé de la dompter s'y sont cassés les dents. Et c'est justement ce qui fait son intérêt, et je pense sa fécondité intellectuelle.
Alors effectivement, les sources utilisées à la fois par les afrocentrismes et par le mouvement panafricaniste sont les mêmes. Et effectivement, je parle plus d'afrocentrisme que d'afrocentricité. J'explique pourquoi. Le débat sur la terminologie est un débat interne initialement aux milieux afrocentristes. Chaque auteur en fait a libellé en fait la terminaison d'abord du terme pour en fait se positionner dans ce champ-là. Le mot afrocentricité, avec cette terminaison-là, et tu as un choix de Molefi Asante et de l'école qu'il a développée à travers ça. D'autres avaient pensé avant lui, en fait, africologie, dans les années, en l'occurrence 1962, Université de Milwaukee. Un ancien nationaliste décide de monter un département dédié aux populations noires et choisit ce terme-là. Donc c'est, en l'occurrence, la terminologie dit un positionnement dans le champ universitaire. En l'occurrence, en dehors du champ universitaire, ça n'a pas de pertinence. Ça n'a pas... Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que ça a une pertinence pour les gens parce qu'au-delà des discussions qu'on peut avoir entre nous à l'université, c'est est-ce que ça a une effectivité dans le champ social et est-ce que ça sert à quelque chose aux gens. Voilà. Alors effectivement, les bibliographies se recoupent aussi parce qu'il y a une spécificité du monde anglophone, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis notamment les récits d'esclaves qui existent aux États-Unis alors qu'ils n'existent pas dans le champ francophone, on n'a pas cette matière. En fait, on a des documents, des archives sur l'expérience de toutes ces générations-là, des esclaves jusqu'aux premiers libres, jusqu'aux abolitionnistes. Vous avez par exemple les premiers écrits de Frédéric Douglass, qui a été donc un esclave affranchi qui est devenu abolitionniste aux États-Unis et qui a donc traversé le pays pour en faire aider les gens qui étaient encore en esclavage ou en semi-esclavage. Et donc on a en fait une construction en fait d'un corpus de documentation qui existe depuis très longtemps dans ce monde anglophone. Donc on a Marcus Garvey effectivement parmi d'autres. On a Fanon qui arrive en fait dans le champ afrocentriste dans les années 60, qui découvre. Il y a une vraie limite par rapport au panafricanisme, c'est que l'une des choses, c'est qu'effectivement les afrocentrismes pensés depuis les États-Unis n'ont pas été pensés en termes de solidarité avec les populations noires à travers le monde. À savoir, l'idée n'est pas d'engager un dialogue avec les Africains sur le continent, ils l'ont fait après, pour en fait savoir quelles pourraient être des stratégies communes de libération, de développement ou d'autres. L'idée est plutôt de créer ce que j'appelle une positionnalité, c'est-à-dire comment se placer en Afrique, quel que soit l'endroit, pour développer un point de vue sur le monde. Donc l'engagement et la discussion d'un certain nombre d'afrocentristes aux États-Unis, c'est à partir de ça. Et la documentation qu'ils avaient, c'est la documentation qu'ils ont eue quand ils étaient à l'université. Et quand ils étaient à l'université, c'était la création des départements de Black Studies. Et la création de ces départements a été faite par ces gens-là, par ces militants nationalistes qui se sont battus pour justement qu'il y ait une visibilité de cette histoire afro-américaine qui avait été mise sous le tapis pendant des siècles. Donc l'intérêt et l'insistance qu'ils avaient à cette époque-là, c'était justement de retrouver les sources qui avaient été produites dans ce contexte américain. Donc Garvey, par exemple, traverse et entre dans le récit afrocentriste dans la mesure où il a aussi vécu aux États-Unis, développer l'UNIA aux États-Unis, créer ses réseaux aux États-Unis, parce que malgré tout, les États-Unis étaient le premier champ où il avait un nombre de sections à travers le pays qui fonctionnaient en semi-autonome. Donc on a effectivement les mêmes références, et aussi parce que ces sources après ont circulé avec les gens. Il y a une autre chose en arrière-plan, c'est ce que travaille notamment Anthony Mangeon, qui est initialement chercheur en littérature africaine, mais qui travaille sur un champ qui est proche du mien, à savoir l'Atlantique noir. Comment en fait les intellectuels et les artistes, notamment fin 19e jusqu'au milieu des années 40, ont développé des réseaux, des connexions, des associations pour penser un être noir au monde, pour paraphraser Mbembe, Achille Mbembe, qui est philosophe camerounais. Et qu'est-ce que ça voulait dire être noir aux États-Unis? Qu'est-ce que ça voulait dire être noir en Jamaïque, être noir en Afrique et ailleurs? Et en fait, il existe en fait beaucoup de traces d'archives, de communication entre ces auteurs et beaucoup d'essais en fait sur cet être noir au monde. Pour exemple, Alan Locke,
que je mentionne brièvement, était un philosophe de la Harlem Renaissance, mouvement des années 20 aux États-Unis, d'artistes, d'écrivains, de philosophes afro-américains qui expliquent qu'il y a aussi une vivacité culturelle noire et qu'ils vont la démontrer et montrer en fait leur production en créant un mouvement intellectuel et artistique. Il fait une tournée en fait à travers le monde et il commence par la Caraïbe où en fait il échange avec les artistes et intellectuels de l'endroit où il va pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, et ces sources-là ont migré avec lui et ont migré en Afrique et ont migré aussi en Europe après. Donc il y a un terreau commun. Le deuxième terreau commun est aussi le nationalisme, c'est-à-dire que les afrocentristes viennent d'un milieu nationaliste, donc pendant qu'on luttait, on écrivait aussi sur les modes de libération à l'échelle globale. Alors je dois préciser quand même une chose, c'est que l'intérêt pour l'internationalisation vient dans un deuxième temps. Ça veut dire, dans un premier temps, les uns et les autres pensaient à comment libérer les Afro-Américains de la ségrégation aux États-Unis. Dans un deuxième temps, ils se rendent compte qu'ils ont besoin aussi d'un soutien extérieur, que la lutte en tant que minorité ethnique aux États-Unis s'essouffle au bout d'un moment, très pratiquement, ils se font tuer. Ils se font harceler par le FBI qui a mis un programme en place qui s'appelle le Counter-Pro, d'éradication systématique en fait des mouvements nationalistes avec emprisonnement, enfin voilà. Et ils se disent qu'il faut qu'ils acquièrent un soutien particulièrement des premiers auxquels ils peuvent s'adresser selon eux, les Africains. Et je vous donne un exemple d'un terrain sur lequel je travaille actuellement qui est lié à ça. En 1972, les Panthères Noires partent au Congo-Brazzaville pour espérer un soutien pour leur lutte finissant, puisqu'il y a plus beaucoup de Panthères Noires encore en vie à cette époque-là, en espérant que le régime politique, qui est donc un régime politique marxiste à l'époque, va les soutenir. Et donc ils espèrent non seulement un soutien officiel des nouvelles nations africaines, mais ils espèrent aussi un engagement politique et aussi au niveau international, au niveau des Nations Unies. Et comme on en discutait avec Hamzat, il y a une véritable incompréhension, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes envies. Le Congo construit son pays indépendant, et les Afro-Américains discutent en termes de race, de solidarité raciale. Et ils ne parlent pas du tout de la même chose. Et les afrocentristes viennent de toute cette tradition-là. Ont lu Marcus Garvey, ont lu Alain Locke, ont lu Dubois, parce qu'effectivement c'est le premier à avoir travaillé la ligne de couleur, comme il l'explique, donc la séparation de la société entre noirs et blancs, particulièrement aux États-Unis. Donc ça fait partie d'un bagage qui est là depuis, qui est partagé par les afrocentristes, mais par beaucoup de populations noires, et je pense ici aussi. L'insertion particulière de Cheikh Anta Diop est quelque chose d'étonnant par rapport à la trajectoire et par rapport à la biographie qu'il développe, à savoir, Cheikh Anta Diop est donc francophone, n'a été traduit aux États-Unis qu'au début des années 70. Donc avant les années 70, Cheikh Anta Diop n'est connu aux États-Unis que par les milieux africanistes. Dans les études afro-américaines dites Black Studies à l'époque, les gens ne lisaient pas le français et ne lisaient pas Cheikh Anta Diop et ne connaissaient que très peu en fait d'auteurs et d'historiens africains. Début des années 70, Cheikh Anta Diop est traduit en anglais et devient accessible en fait à une partie de ses étudiants et de ses anciens étudiants. C'est le moment où ces auteurs futurs afrocentristes s'emparent en fait de la question, et notamment Aruna Karenga, qui en fait utilise ça pour avoir aussi un point de référence en Afrique, particulièrement l'Égypte, pour avoir une entrée sur le continent. Parce que jusque-là, l'Afrique c'est, et c'est toujours une partie des Afro-Américains, l'Afrique c'est un pays. Il y a une expression aux États-Unis qui dit Africa is a country. Et malgré tout, c'est quelque chose d'assez récurrent en fait dans un certain nombre de discours afrocentristes, universitaires ou pas d'ailleurs, d'uniformisation en fait du continent. Et c'est l'un des blocages en fait qu'il peut y avoir dans une discussion avec les populations africaines contemporaines et militantes ou autres. En fait, c'est une construction d'un imaginaire globalisant qui est fondé aussi sur la race et qui a été aussi fondé à partir d'un certain nombre de lectures, de Garvey notamment,
qui sont imposés ou apposés en fait à la situation contemporaine de l'Afrique. Donc il y a un commun en fait de ce que Mongeon appelle rapidement le cycle critique la notion de la pensée noire. On a tous lu les uns et les autres, qu'on ait été aux États-Unis ou pas, enfin non. On a tous lu, pour certains, une partie quand même Cheikh Anta Diop, pour partie, alors ça dépend des générations, je pense aussi. Donc il y a aussi un référentiel qui est partagé par les populations noires, je pense, mais qui, dans le cas des afrocentristes, n'est pas augmenté par la masse importante de travaux qui existent actuellement et produits par des auteurs africains ou caribéens. Exemple, Achille Mbembe, Zeleza, qui est un historien sud-africain, qui ont produit des connaissances sur le contemporain de l'Afrique et sur toujours cet être au monde noir. Qu'est-ce que ça veut dire, à la fois en Afrique et à la fois dans les Amériques. Parmi les sources, très rapidement, il y a aussi des autobiographies, c'est-à-dire que l'histoire du panafricanisme, c'est l'histoire qui a été souvent écrite par ses principaux acteurs, c'est eux-mêmes qui racontent leur histoire du panafricanisme, et des fois on a autant d'histoires que d'acteurs. Par exemple, Georges Padmore a écrit Panafricanisme ou Communisme, et Georges Padmore n'appréciait pas du tout Marcus Garvey, et on le voit dans la manière dont il écrit l'histoire du panafricanisme. Dubois aussi l'a écrit, donc chaque auteur en fait a également ses préjugés, chaque acteur a également ses préjugés, et il inscrit souvent dans l'histoire du panafricanisme. Ce qui est intéressant pour ces autobiographies, c'est qu'elles permettent de comprendre comment on devient panafricain, comment on devient militant, et comment justement on dépasse la question de l'être noir pour le devenir panafricain. Donc, de being African à becoming Pan-African. C'est souvent ça l'enjeu de ces autobiographies et de ces parcours de vie de ces personnes-là. Et c'est souvent, je pense, la matière la plus riche et la plus pertinente pour comprendre ces enjeux. Merci. Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Je vous demanderai cette fois de répondre de façon vraiment plus courte, parce qu'on veut laisser la parole à... On veut laisser la parole à la salle. Dernière question. Sarafina, je vous ramène un petit peu dans le contexte français. Comme vous savez beaucoup mieux que moi, il y a des afrocentristes aussi en France. Est-ce que vous croyez, à partir de vos recherches, que cet afrocentrisme peut avoir un terrain fertile en France? C'est-à-dire, vous écrivez dans votre livre que l'Afrique dont l'afrocentrisme parle est plutôt en représentation qu'en territoire, en fait. Vous venez même de l'évoquer. Et j'ai l'impression, même en lisant votre livre, que l'afrocentrisme fait un travail un petit peu de bricolage. D'un côté, l'Égypte, puis un petit peu de culture Akan du Ghana, puis un peu de Swahili, un peu, voilà, sans le situer historiquement ou géographiquement même. Est-ce que, quand même il y a un afrocentrisme en France, est-ce que vous croyez que cette théorie peut avoir quelque chose à dire à une population française qui est aussi afrodescendante, parce qu'il y a des afrodescendants en France? Alors, je pense que ça peut fonctionner et je m'appuie sur une chose, c'est-à-dire qu'il y a depuis plusieurs années des conférences afrocentristes qui sont organisées à Paris tous les mois de juillet. Hein? Pardon. Et en fait, ce qui m'étonnait, en fait, alors je ne suis plus dans les milieux afrocentristes, j'ai passé 10 ans aux États-Unis, je change de sujet ensuite. Mais ça fonctionne en fait aussi en lien avec les États-Unis, ça c'était une surprise, à savoir en fait qu'une partie des ouvrages publiés par les afrocentristes américains ont été publiés par une maison d'édition qui s'appelle Menaï Book, qui a été créée par un juriste camerounais que j'ai rencontré grâce aux afrocentristes, parce que c'est eux qui nous ont présentés en tant que les deux seuls francophones de la rencontre. Et donc en fait, il a permis aussi une diffusion des travaux afrocentristes de Molefia Santé et autres, et aussi la production de travaux qui, pour une bonne partie, en fait, reprennent les travaux de Cheikh Anta Diop. Pour des gens, en fait, qui, je suppose, n'ont pas lu les originaux. Mais pour une partie de ce que j'ai lu, en fait, c'est Cheikh Anta Diop.
Et c'est chez Anta Diop pas forcément réadapté au contexte contemporain. Chez Anta Diop a écrit à une période très spécifique. Il a parlé de la condition d'être un homme africain et d'avoir des racines africaines et de travailler en égyptologie où le côté africain était ignoré par le milieu universitaire. Donc c'est aussi très localisé. Donc ça marche. Il y a ces publications qui arrivent, il y a des rencontres effectivement. Donc je pense que ça peut fonctionner dans la mesure où l'idée aussi d'une solidarité qui pourrait émerger de ça, alors que pour le coup la version américaine ne crée pas de solidarité, ne travaille pas là-dessus, fonctionne. D'un retour aux sources, ça fonctionnerait aussi. Mais j'ai moins d'informations sur le sujet. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un différentiel visiblement de génération. Les gens que je rencontre qui se disent afrocentristes en France sont plutôt des gens qui sont français avec des parents soit africains, soit français, antillais, avec différentes multiplicités, et qui ont donc du coup une envie en fait d'avoir un outil pour pouvoir retourner vers l'Afrique, et qui se sentent aussi dans une position proche de celle des Afro-Américains. Donc je pense effectivement que ça peut fonctionner, la différence étant que aux États-Unis ça s'adresse à des descendants d'esclaves qui ont de force en fait plus de lien avec l'Afrique depuis plus de 400 ans. Ici on a des populations qui ont des liens encore avec les pays africains et qui ne peuvent pas dire je viens d'Afrique de manière globale. C'est-à-dire qu'on vient de RDC, on vient de... Et en plus dans chaque pays, chacun sait très bien à quel groupe on appartient, enfin voilà, tout le monde est aussi très localisé. Donc ça peut marcher, ça peut devenir un outil supplémentaire, mais ça pourrait d'autant mieux marcher, à mon sens, et c'est ce que j'espère, si les gens s'approprient la notion et en font ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que l'efficacité, je suis toujours assez monomaniaque, l'efficacité d'une théorie, c'est toujours si ça sert à quelque chose aux gens sur place, et donc là, je pense que ça pourra fonctionner sur le long terme. On verra. J'ai pas dit que je le souhaitais ou pas, mais c'est si ça marche, why not? D'accord. Je crois qu'on va peut-être laisser une question plus tard. Mais juste pour rebondir, je pense qu'il y a quand même il y a une diversité des mouvements afrocentristes dans l'espace francophone, en France, en Belgique, un petit peu aussi en Suisse et de plus en plus sur le continent africain, dans les pays notamment francophones, par exemple au Cameroun, qui effectivement fait converger la branche, on va dire, afro-américaine et une nouvelle branche qui se crée. Je pense qu'effectivement les traductions en français ont ouvert un nouveau terrain, mais globalement je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a une véritable demande d'histoire de la part des populations noires, qu'elles soient en France, aux États-Unis ou sur le continent africain, et que cette demande d'histoire-là, il faut lui apporter effectivement une réponse, et qu'il faut donc travailler la méthodologie de ces afrocentrismes, la méthodologie du panafricanisme, pour en faire de vrais outils d'éducation, parce que l'élément qui manque à tout ça, c'est la question politique. On a des concepts qui relèvent de l'éducation politique. Donc pour qu'ils aient un sens, comment les rendre effectivement efficients dans le quotidien des uns et des autres? Comment faire en sorte qu'ils représentent un plus par rapport au parcours de formation? Et ça, je crois que c'est le grand débat qui est mené dans les milieux associatifs ou dans les milieux militants auxquels je participe. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas du tout abordé et qui est fondamental et qui pose énormément de problèmes, c'est le rapport à la religion qui est prégnant dans ces milieux-là et qui crée parfois des divisions, alors qu'effectivement il faut qu'on se pose la question de notre rapport à la religion en tant qu'Africain dans le cadre d'un processus de désaliénation. Donc ça, ce sont des éléments qui mériteraient toute une soirée de débat.